Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une période absolument fascinante. 500 ans qui ont complètement, mais alors complètement redessiné le visage du Sahara occidental. C'est une histoire de pouvoir, de foi et au final de fusion. Une histoire qui a vu naître au cœur même des sables du désert une identité culturelle totalement nouvelle. La question qu'on va se poser tout au long de cette analyse, c'est celle-ci. Comment, concrètement, une nouvelle culture naît-elle de la rencontre, ou plutôt du choc, entre un empire sur le déclin et des peuples qui arrivent? Ce n'est pas juste une histoire de conquête, c'est une histoire de création. On va voir ça ensemble. Bon, pour bien comprendre, il faut remonter le temps. On est aux alentours de l'an 900, et le Sahara occidental à cette époque est loin d'être un désert vide. Au contraire, il est contrôlé et même dominé par de très puissantes confédérations de tribus berbères, les Sanadja. Ce sont, sans l'ombre d'un doute, les maîtres des lieux. Alors attention, quand on dit Sanadja, il ne faut pas imaginer un bloc monolithique. Non, c'est bien plus complexe. C'est une alliance de 3 grandes tribus. Il y a d'abord les Lemtouna, en plein cœur du désert, qui tiennent la route commerciale la plus importante. C'est un peu l'autoroute de l'époque. Ensuite, sur la côte, on trouve les Jodala. Et retenez bien leur nom, parce qu'ils vont être au centre de ce qui va suivre. Et enfin, les Messoufa, plus au nord, les experts, les guides de caravanes renommés. Sans eux, rien ne passe. Bref, à eux 3, ils tiennent les rênes économiques de toute la région. Et c'est justement de ce monde tribal, de ces guerriers du désert, que va jaillir une étincelle religieuse qui va les unir et les transformer en bâtisseurs d'empires. C'est le début de l'ère des Almoravides. Et tout part d'une quête spirituelle. Imaginez, un chef de la tribu Jodala, Yahya ibn Ibrahim, voyage jusqu'à Kairouan, un grand centre intellectuel et religieux. Là-bas, il prend conscience que la foi de son peuple est, disons, un peu superficielle. Il ne rentre pas seul. Il ramène avec lui un prédicateur très strict, Abdullah bin Yassin. Et son message, un islam très pur, va avoir un effet incroyable. Il va unifier les tribus et transformer leur ferveur en une redoutable force de conquête. Et là, leur ascension est fulgurante. Regardez cette chronologie. En même pas un siècle, ces nomades du désert bâtissent un empire absolument gigantesque. D'abord, ils prennent les centres commerciaux stratégiques, puis ils vont jusqu'à capturer la capitale de l'empire du Ghana. À son apogée, leur empire s'étend de l'Espagne jusqu'en Afrique de l'Ouest. C'est colossal. Mais aussi vite qu'ils sont montés, ils vont chuter. En 1147, tout s'effondre. La chute de l'Empire almoravide, ce n'est pas juste un changement de dynastie, c'est un véritable tremblement de terre, un séisme qui laisse derrière lui un vide de pouvoir immense en plein Sahara. Et c'est ça le point absolument crucial. Les Sanadja, qui étaient la colonne vertébrale de l'Empire, se retrouvent du jour au lendemain, ils se retrouvent orphelins. Plus de direction, plus de projets communs, les routes commerciales, c'est le chaos. Les alliances, elles volent en éclats, ils sont isolés, coupés du nord. Leur pouvoir d'autrefois, c'est terminé, un simple souvenir. Le désert est maintenant un espace ouvert, fragmenté, et donc terriblement vulnérable. Et dans ce vide, un nouveau courant s'apprête à déferler. Si on imagine les Sanadja comme un grand fleuve qui a créé un empire, maintenant, un autre courant venu d'ailleurs va s'engouffrer dans son lit. Ce sont les Banu Hassan. Mais alors, qui sont-ils ces Banu Hassan? Ce sont des tribus bédouines arabes originaires du Yémen qui ont traversé tout le Maghreb. Au XIIIe siècle, ils sont en quelque sorte poussés vers le sud. Et ils arrivent dans ce Sahara post-almoravide, non pas comme des unificateurs, mais comme des groupes de guerriers nomades. Et, petit à petit, conflit après conflit, alliance après alliance, ils vont finir par imposer leur domination. On arrive maintenant à la dernière étape de cette grande histoire, celle de la fusion. Il ne s'agit plus simplement d'un groupe qui en replace un autre. Non, là, on va assister à un véritable mélange. C'est ici que va naître un peuple entièrement nouveau. Le changement est radical. Avant, la culture et le pouvoir étaient berbères Sanadja. Après, l'élite dominante est arabe, issue des Banu Hassan. Mais le changement le plus profond, le plus durable, c'est la langue. Les dialectes berbères vont peu à peu laisser la place à l'arabe hassania, la langue de ces nouveaux arrivants. C'est une véritable révolution culturelle. Et le résultat de ce processus, de ce lent métissage qui s'étale sur des siècles, c'est l'émergence du peuple maure. Une identité nouvelle qui n'est ni totalement berbère, ni totalement arabe, mais bien une synthèse des deux. Et cette nouvelle identité est cimentée par une nouvelle langue commune, le hassaniya. Pour reprendre notre image du début, c'est très clair. Le fleuve originel, le fleuve berbère, n'a pas été asséché, pas du tout. Mais il a été rejoint par un affluent très puissant, le courant arabe des Banu Hassan. Et quand 2 cours d'eau se rencontrent, ils se mélangent, créant un nouveau fleuve avec une couleur, une composition et un cours différents. C'est l'image parfaite de la naissance du peuple maure. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on a un témoin direct de la fin de cette transformation. Le grand, l'immense historien Ibn Khaldoun qui meurt au tout début du XVe siècle.
Dans ses écrits, il est l'un des derniers à parler des Sanhaja comme d'un peuple distinct, autonome. Après lui, historiquement, il se fonde dans cette nouvelle identité maure qui domine maintenant tout le Sahara occidental. Et on va se quitter sur cette interrogation. Parce que l'histoire ne s'arrête jamais vraiment. L'héritage des grandes confédérations berbères, la mémoire de l'Empire almoravide et bien sûr, l'impact culturel des Banu Hassan, tout cela a laissé des traces très profondes. Alors, lesquelles peut-on encore voir aujourd'hui dans la langue, dans les coutumes, dans l'identité de cette région du monde? La réponse, comme toujours, est écrite dans les sables. Merci de nous avoir suivis.